Bonjour à tous, bonjour Xavier. Bonjour. Donc on va attendre encore à peu près une minute avant de démarrer le webinaire. Donc sur le thème aujourd'hui de l'hospitality management et des environnements de travail. Donc sur une question centrale qui est-ce un atout stratégique ou une simple tendance à laquelle tu vas nous accompagner pour apporter une réponse à nos participants. Donc, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Donc, je viens de perdre mon invité. Bonjour Anne. Ça, c'est un moment délicat. Je vais lui laisser une petite minute pour se reconnecter. Bonjour Xavier, je t'avais perdu. Oui, j'ai vu que qu'une erreur était survenue d'après le Bon. texte. Eh bien, écoutez, Xavier, ce que je te propose, c'est qu'on attaque sans plus attendre, puisqu'on va faire honneur aux personnes qui étaient à l'heure. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'hospitality management et l'environnement de travail. Donc, la question centrale étant, est-ce que c'est un atout stratégique ou une simple tendance? Pour rappel, c'est un thème qui fait un peu, moi j'appelle un buzzword, c'est un mot très à la mode qui fait beaucoup parler. Il y a d'ailleurs eu un webinaire qui était organisé par des confrères pas plus tard que la semaine dernière sur le sujet, qui avait un certain nombre d'invités fournisseurs de solutions et de services. Et pour aujourd'hui, en fait, j'ai choisi d'inviter Xavier Baron. Donc Xavier qui est sociologue et également intervenant chercheur. Donc tu as accumulé au cours de ta longue carrière pas mal de responsabilités et de missions. Donc tu as commencé en tant que dans des fonctions RH hein, dans des grands groupes français, notamment Renault et Snecma. Et tu es depuis 2008 chercheur indépendant. Tu es fondateur et organisateur du consortium recherche de l'ILADAN, donc le CRDIA, hein, qui travaille justement sur la thématique des services généraux et des environnements de travail. Tu as été également longtemps professeur associé à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines et également auprès de l'ESCP Europe. Et donc tu es diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris dans le thème de la sociologie et de l'économie. Hein. Tu travailles donc, tu te consacres en fait depuis toutes ces années à l'économie des services et au facility management, et tu es l'auteur d'un ouvrage qui a été publié en 2012 qui s'appelle La performance collective qu'on peut trouver chez Liaison Sociale. Est-ce que j'ai planté un décor exhaustif, Xavier? Absolument, absolument. Et beaucoup de travaux d'écriture qui sont aujourd'hui disponibles dans les cahiers du CRDIA en ligne. Chacun peut s'y retrouver. Et on peut retrouver un certain nombre d'articles également sur des publications d'autres, hein, notamment Facilities et Oui, ainsi de oh suite. bah, en une trentaine d'années, j'ai dû produire peut-être 200 articles publiés dans différentes revues professionnelles, académiques, managériales. Oui, enfin voilà, tout ça est disponible, mais il y a des choses qui remontent maintenant un petit peu loin. Merci beaucoup Xavier. Donc moi, Olivier Magnien, donc je fais partie de la société Mainteneurs, où j'occupe une double casquette, une double fonction, à la fois direction marketing, mais également direction de l'innovation, puisque mon dada personnel, au-delà de notre métier, c'est également la digitalisation. Donc j'interviens en interne et auprès de clients sur ces aspects-là. Et donc, je suis ravi de t'accueillir, Xavier, parce qu'on a beaucoup eu l'occasion d'échanger au cours des mois passés. Tu passes régulièrement chez nous pour nous visiter et j'en suis ravi. Donc, c'était pour moi assez évident de te proposer de faire ce webinaire ce matin avec nous. Merci. Le thème, voilà, hospitality management, intérêt limite. Est-ce que ça répond réellement aux attentes? Est-ce que ça y a réellement des motivations profondes pour mettre en œuvre des thématiques comme ça? Donc, on va un peu regarder ces quid de la situation actuelle et puis après, on va regarder un petit peu ton analyse ensemble. Euh,
Donc la question, c'est est-ce que c'est juste un phénomène de mode? Est-ce qu'au contraire, c'est un phénomène qui s'inscrit dans un peu plus de durabilité? On va regarder également ces modalités, comment elles s'adaptent un peu dans le contexte de nos entreprises françaises. Est-ce que c'est vraiment pertinent de continuer à œuvrer et à investiguer dans ce type d'innovation ou est-ce qu'il y a réellement des innovations derrière d'ailleurs? Et finalement, tu vas nous parler d'un thème qui toi t'est cher, le management de l'hospitalité, qui sera une vision peut-être un peu française de ce que ça peut être aujourd'hui et demain. Pour tous les participants du webinaire, je serais ravi que vous posiez des questions en direct. On n'a pas besoin d'attendre 15 minutes de questions-réponses, parce que vous verrez que Xavier est très riche de savoir, d'anecdotes et autres. Donc, le mieux, c'est que vous posiez vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Il n'y a pas de question qui n'a pas d'intérêt. Je pense que si elle est en sujet et en lien avec ce que Xavier exprime, Xavier sera tout à fait ravi d'y répondre directement. OK? Ça te va, Xavier? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Super. Eh bien, allons-y. Je te propose de nous planter le contexte, concrètement. Alors, on appelle De ça quoi on parle? contexte. En quelques mots, les services aux environnements de travail sont aujourd'hui une filière forte de quelque chose comme 1,5 million de travailleurs qui traite 1 milliard de mètres carrés. Je parle d'espace professionnel. La valeur ajoutée de cette filière qui correspond aujourd'hui à une masse d'emplois qui fait pratiquement de cette filière la première filière d'emploi en France. La valeur apportée par les travailleurs de cette filière porte aussi bien sur la santé que la sécurité, que l'existence de liens sociaux, mais également la simplicité et l'accessibilité, sans parler bien entendu des enjeux d'environnement au sens cette fois-ci écologique, biodiversité, la question de la sobriété. On voit bien aujourd'hui que ces services sont complètement centraux, complètement nécessaires, complètement indispensables, et pour autant, ils restent sous-estimés, sous-valorisés. Ce sont des services qui restent associés à des travailleurs de faible qualification, des conditions de travail généralement médiocres, des horaires où parfois même on organise l'invisibilité de ces travailleurs et on les considère non pas comme producteurs de valeur, mais simplement comme des commodités nécessaires. C'est trop souvent encore le cas. Cette filière aujourd'hui, elle s'est constituée dans l'externalisation. De ce point de vue-là, elle est encore récente, même si elle est déjà très importante en volume. Elle reste insuffisamment reconnue. Alors, l'hospitality management là-dedans, c'est sans doute à la fois un symptôme et une réponse. C'est comment valoriser mieux cette filière, comment valoriser mieux ces services qui ne sont pas si nouveaux, évidemment. Si l'hospitalité, ça consiste à rendre sa maison propre, bah, la propreté, c'est pas nouveau. Si l'hospitalité, ça consiste à accueillir, bah, l'accueil, c'est pas complètement nouveau. Par contre, parler de tout ça en évoquant l'hospitality management, c'est une ambition, c'est une prétention, c'est une recherche de valorisation. OK. Voilà ce qu'on peut dire déjà en introduction sur le secteur. Donc finalement, ça m'amène à trois questions centrales. La première, c'est tendance de fond ou thème marketing. Là-dessus, tu vas nous répondre très directement. Y a-t-il des innovations, puisque tu sais bien que dans nos époques, l'innovation est importante, ou est-ce que c'est simplement une importation, une transposition de codes qui viennent d'autres métiers? Et finalement, en quoi l'hospitality management est intéressant pour nous et pour bien évidemment nos participants aujourd'hui à ce webinaire? Est-ce qu'il y a des choses à en sortir et des enseignements à en tirer? Donc, comme on l'a évoqué au début, je te propose qu'on commence déjà par un peu planter le tableau et le décor de ce qu'est l'hospitality management aujourd'hui. Et finalement, ça m'amène à te poser une question, parce que même si concrètement, que ce soit au niveau des directions environnement de travail ou des occupants finalement, donc on pourrait parler de main-d'œuvre, de collaborateurs, de talents et ainsi de suite dans les entreprises, il y a de vraies attentes autour d'un service un peu qualitatif et premium. Est-ce qu'il y a réellement en face de vraies solutions qui sont proposées dans le quotidien, Xavier? Alors oui, il y a bien deux questions. Est-ce qu'il y a de vraies attentes? Oui. Est-ce qu'il y a de vraies solutions? On va en discuter un peu plus longuement. De vraies attentes, l'apparition d'une mode est toujours significative de quelque chose. Ça ne dit pas ce qui va durer.
hein. On peut même s'amuser d'une remarque selon laquelle la mode d'aujourd'hui nous renseigne sur la ringardise de demain. Regardez par exemple les happiness managers. Ça n'a pas été très long et aujourd'hui c'est déjà ringard. Est-ce que l'hospitality management sera ringard? Peut-être dans ces termes-là, mais il n'en reste pas moins que ce soit quand les voitures grossissent ou quand les jupes se raccourcissent, il y a quelque chose derrière qui est signifié, il y a quelque chose qui est exprimé. Et là, de ce point de vue-là, l'hospitality management est clairement un symptôme, une mode et un thème marketing. C'est un thème marketing présent, assez présent. Il est présent dans les appels d'offres, à l'initiative des clients qui en réclament. Il est présent sur tous les sites de prestataires, ou à peu près, hein, de propreté, d'accueil, de factotum, de FM. Ça donne lieu à des catalogues d'offres avec une base de conciergerie, une base d'accueil, en ajoutant souvent, mais pas toujours, des animations. Il y a une relation avec la restauration, les baristas, le fooding, le rooftop, le sport, l'espace zen, la culture. Hein. On a comme ça, j'ai repéré comme ça au moins un prestataire d'accueil qui propose de l'hospitality management à base d'intervenants culturels. Voilà. Donc art, musique, peinture, etc. Mais principalement, on peut repérer derrière cette mode un emprunt à des codes issus de l'hôtellerie principalement et du care secondairement. Donc, hospitality management d'ailleurs est anglais, anglo-saxon, qui désigne les formations de niveau bachelor et master à des écoles qui sont des formations hôtelières. Le mot n'est pas utilisé dans l'hôtellerie en France, hein, hospitality management. En France, quand on parle d'école hôtelière, on dit école hôtelière, mais dans les entreprises, quand on se réfère à des enseignements qui sont dispensés par des écoles hôtelières, on parle d'hospitality management pour renvoyer à des formations qui existent, hein, de niveau bachelor ou master anglo-saxon. Et qu'est-ce que ça dit de nos entreprises, en fait? C'est ça la question, finalement. Pardon? Qu'est-ce que ça dit de nos entreprises, finalement? C'est un peu ça la question. Alors, ça rencontre des attentes, ça rencontre des besoins, ça rencontre des besoins non couverts, des choses qui manquent aux entreprises. Et parmi les choses qui hantent les directions immobilières, il y a le constat très récurrent depuis au moins une dizaine d'années d'une tendance à la baisse de fréquentation des espaces tertiaires traditionnellement conçus et offerts. On a réagi par l'open space, on a réagi par du flex office. On a maintenant des taux de foisonnement qui peuvent dépasser 2 points, hein, c'est-à-dire 2 postes, enfin deux salariés pour un seul poste. Et pour autant, on a des lundis où les taux d'occupation sont toujours faibles, des vendredis où les taux d'occupation sont toujours faibles. Parfois, le mercredi l'est également un peu plus que le mardi et le jeudi. On a des taux d'occupation qui sont en baisse, alors même qu'on a des niveaux de foisonnement qui sont en élévation, avec le flex. Alors, évidemment, ce phénomène est accéléré depuis peu par l'extension du télétravail, qui a d'abord été, je dirais, peu accompagné, peu incité par les entreprises. Donc la France était plutôt en retard avant 2020. On a eu le télétravail subi et on a aujourd'hui une extension du télétravail. Je dirais qu'il n'est pas encore organisé, en tout cas il est très demandé, il est choisi et il est aujourd'hui accepté par les salariés. Et on a donc une belle ambivalence, hein, des salariés qui à la fois réclament du télétravail et acceptent le flex office parce qu'on leur accorde le télétravail, et des entreprises qui accordent le télétravail mais en contrepartie imposent le flex office. Alors, il y a un deuxième élément qui hante les entreprises actuellement, c'est la pénurie de main-d'œuvre, de cerveau d'œuvre, de talent. La question aujourd'hui, la situation est renversée par rapport aux 10 années précédentes. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. On a besoin de recruter. Et on dit partout qu'on manque de talent. Et donc, il faut attirer et fidéliser. Alors, oui, l'espace de travail fait partie, bien entendu, des prestations de l'entreprise par rapport à ses propres salariés. Un peu plus en profondeur, et plus sur la longue durée encore, on a la crise Covid. Ça a été un recentrage sur des questions de santé, sur des questions de sécurité. Donc une préoccupation qui mêle à la fois la santé, la prévention sanitaire
mais également le bien-être, puisque c'est pas seulement des microbes, des bestioles ou des punaises de lit, c'est aussi les risques psychosociaux. Et là intervient aussi la RSE, le sens, le bien-être, la bienveillance. Alors voilà, est-ce que la manière dont les espaces sont mis en œuvre, est-ce que ça ne peut pas correspondre ou est-ce que ça ne peut pas participer à faire en sorte que les salariés, un, y soient mieux, et deux, qu'ils y viennent, tout simplement, dans ces bureaux, qu'ils y viennent volontairement. Comment faire revenir les travailleurs des bureaux? Ça, c'est quand même un sujet qui est assez récent. Il y a 10 ans, on ne se posait pas la question. Ils devaient y être, sinon ils n'étaient pas payés. Aujourd'hui, c'est différent. Ok. Donc finalement, ça, au-delà du thème marketing, hein, on pourrait considérer que l'hospitality management apporte de vraies réponses à de réelles attentes en fait dans le contexte de nos entreprises aujourd'hui, Xavier. Alors, de réelles attentes, je l'ai dit, oui, je crois qu'il y a bel et bien des modalités de travail qui évoluent, il y a bel et bien des besoins d'occupation et des coûts et un immobilier. Hein. On fera, je dirais un mot sur les foncières tout à l'heure. Mais est-ce que pour autant, l'hospitality management tel qu'on le voit se déployer, comme je l'ai rapidement évoqué, correspond à des réponses à la fois nouvelles et pertinentes? Là, c'est quand même moins sûr. Alors, il faut se souvenir que, je l'ai dit, il s'agit là d'un. L'hospitality management correspond à une importation de codes professionnels dotés de référentiels, de niveaux, de formulation des compétences, des savoir-faire professionnels, des savoir-être professionnels qui viennent de l'hôtellerie principalement et des services de soins. Dans les deux cas, on a là quelque chose qui est intéressant parce qu'on a bel et bien affaire, aussi bien dans l'hôtellerie que dans le soin que dans les espaces de travail, à des enjeux qui sont liés à des bâtis, des immeubles. Il faut faire vivre des immeubles, des hôpitaux, des hôtels et des espaces, des bureaux. Ça, il y a bien une analogie forte et on ne fait pas n'importe quoi et tous les bâtis sont particuliers. Il y a des équipements, et des équipements qu'il faut maintenir, hein, des chaufferies, des ascenseurs, des escalators, des clims, etc. Mais il y a aussi, pour faire vivre les activités dans ces hôtelières, soins ou travail, des besoins de service et des gens, des relations qu'on met en œuvre. Donc il y a bel et bien dans l'hôtellerie et dans le soin des choses à apprendre de métiers qui sont constitués beaucoup mieux, beaucoup plus sérieusement, beaucoup plus instrumentés, beaucoup mieux outillés et beaucoup mieux formés. Il n'y a pratiquement pas encore d'offres de formation sur les services aux environnements de travail. C'est tout à fait symptomatique, alors qu'il y a des écoles évidemment de soins à différents niveaux, comme il y a des écoles également à différents niveaux. Alors il y a bien des analogies, il y a bien des choses qu'il faut importer, et un bon professionnel se préoccupe toujours de ce qui se fait ailleurs. Donc il faut surtout pas faire de benchmark, mais il faut s'inspirer de ce qui se fait d'intelligent ailleurs, ça bien sûr. Mais en même temps se rappeler que le bureau n'est pas un hôtel, que le bureau n'est pas un hôpital, que le travailleur n'est pas un consommateur, c'est pas lui qui paye, Honnête, Samsic, Coffelli ou Dalkia, c'est pas lui qui paye l'hôtesse et choisit l'hôtesse, c'est pas quelqu'un qui va régler le niveau du service relativement à son niveau de soins et de dépenses personnelles et qu'il assume personnellement. Donc là, la satisfaction d'un consommateur, on voit bien la pertinence, c'est une condition nécessaire du renouvellement de l'acte d'achat, tout simplement. Il ne reviendra pas s'il n'est pas content. Et au bureau, c'est pas tout à fait pareil. Vous et moi connaissons des travailleurs qui ne sont pas satisfaits de leur bureau et qui pour autant y vont tous les matins, tout simplement parce que ce sont des travailleurs et qui sont subordonnés et qu'ils y sont, sinon contraints, parce qu'il ne s'agit pas d'esclavage, mais en tout cas, qu'ils y sont conduits par un contrat de travail. On se rappelle quand même que tout le monde ne peut pas non plus télétravailler. C'est pas non plus impatient. C'est pas non plus impatient. On est dans les services. Les services aux environnements de travail produisent une modification de l'état des bénéficiaires. C'est la définition de la production des services. Une modification de l'état des bénéficiaires, dans un sens favorable. Dans les hôpitaux, il y a bien ça. On a des gens malades ou blessés qui ressortent en bonne santé, réparés. Donc on a modifié l'état du bénéficiaire.
Mais quand c'est un patient, c'est quelqu'un qui a évidemment besoin de soins sur un mode beaucoup plus passif, même s'il doit participer aux soins, sur un mode beaucoup plus dépendant que ne l'est le travailleur dans son bureau. Voilà. Donc attention, l'analogie est intéressante, mais il ne faut pas pousser trop loin l'analogie. On se tromperait sur les rôles respectifs. Les finalités productives ne sont pas les mêmes. Un établissement de soins produit du soin, un hôtel produit du plaisir, pour le coup de l'accueil, un espace de travail produit de la performance de ses propres travailleurs, de ses habitants. Les financements ne sont pas du tout les mêmes. D'un côté, on a ou la mutualisation publique ou de la dépense directe, individuelle. Dans l'espace de travail, c'est l'employeur qui met à disposition les moyens de l'exécution du contrat de travail. Donc il y a un jeu à la fois plus contraint et déséquilibré. D'accord. Mais est-ce que finalement, ce qu'on peut en dire de ça, c'est que même dans ton discours, là, aujourd'hui, tu parles beaucoup du bâti, tu parles beaucoup du lieu, tu parles beaucoup du sort, et puis d'une dualité par rapport à l'occupant et ses attentes. Mais finalement, il y a une influence qui existe aujourd'hui entre le bâti tel qu'il est, les services qui sont proposés par l'entreprise autour de ça, et la capacité à bien œuvrer, bien produire, etc., etc. Et on reboucle un peu avec la notion que tu avais juste avant, qui était les risques psychosociaux, la RSE, etc., etc. Finalement, le lieu social de l'entreprise. Est-ce que Oui, l'hospitalité ne oui, répond pas à ça, en fait? on revient à ce qui explique le succès marketing, l'audience, comment dirais-je, l'appréhension favorable du mot, hospitality management. Ça doit être tout un très intéressant, tout ça. Il n'en reste pas moins que quand on va réguler, quand on va sur le terrain, quand on va voir, quand on observe, quand on enquête sur les réalités qui sont derrière, bah, on a quand même derrière des codes qui suscitent des promesses, des attentes et qui correspondent à quelque chose de pertinent, on a des réalités qui sont quand même beaucoup plus limitées. Hein. OK. C'est la slide suivante. L'innovation, en fait, qui est derrière tout ça, finalement. Puisque là, ce qu'on dit depuis le début, c'est que ce sont des choses qui existent depuis longtemps, en fait. Qui depuis toujours. Oui. Qui existe depuis toujours. La propreté, c'est pas nouveau, l'accueil, c'est pas nouveau, la sécurité, c'est pas nouveau, les problèmes de santé sont là. Et la question de l'occupation d'espace et d'espace finalisé sur les productions, ça a toujours existé. Simplement, aujourd'hui, on est dans un monde où les espaces de travail ne sont plus la propriété de ceux qui les utilisent. Donc, il y a un jeu entre l'asset, le PM et les utilisateurs qui eux-mêmes ont recours à des prestataires. Ces prestataires, ce ne sont plus eux-mêmes. Dans la plupart des cas, ils sont externalisés. Donc, on est d'où l'émergence d'une filière, d'où l'émergence de nouveaux métiers. L'hospitality management correspond en fait à un problème, justement, à des attentes et à des insatisfactions des clients. Beaucoup de ces services ne sont pas rendus comme ils aimeraient qu'ils le soient. Beaucoup de ces services ne sont pas rendus sur un mode serviciel, avec une posture servicielle, comme ils aimeraient qu'ils le soient. Et quand ils font appel à l'hospitality management, quand ils disent nous on veut de l'hospitality management, ils veulent toujours de la propreté, de l'accueil, de la conciergerie, du factotum, mais également des techniciens, si possible, comment dirais-je, respectueux de leur environnement, quand ils interviennent sur les clims ou quand ils montent sur les tables. Mais en fait, ils réclament tout simplement une approche servicielle de la mise en œuvre des services. Quand on regarde à quoi correspond aujourd'hui l'hospitality management, ben, on constate bien une espèce de revival des conciergeries qui ont été inventées dès les années 2000, hein, début des années 2000, et qui ont eu des succès très relatifs, qui ont eu des hauts et des bas, mais qui existent depuis, qui continuent d'exister. Des accueils revisités, ça certainement la femme tronc derrière un guichet, derrière du plexiglas, est aujourd'hui vécu comme pas très accueillant. On peut faire mieux, et notamment des accueils plus dynamiques. On vient vers vous, on a une tablette à la main, on vous a réservé la place de parking, le café est déjà prêt, vous avez été repéré, vous êtes effectivement accueilli, accompagné jusqu'à l'ascenseur, etc. Ça, c'est pas le bureau, ça, Xavier. Ça, c'est à l'hôtel. Hein. C'est pas au bureau. Non, je parle bien d'accueil revisité
Alors, par contre, ta remarque souligne bien quelque chose. Ce sont des produits de siège, ce sont des produits de tours, ce sont des produits de grands sites ou de sites multilocataires portés par des foncières. Ce sont des produits de métropole et vous ne trouverez pas ça dans des établissements plus modestes, plus industriels et plus éloignés, avec peu de visiteurs. Donc, mais l'ensemble du métier de l'accueil est un métier qui, de ce point de vue-là, est un métier, je dirais pas de niche, pas anatomique. Ok. L'inspiration, il y a un deuxième modèle qui porte le concept d'hospitality management et qui le revendique pour partie en France, c'est l'offre cowork. Là, l'idée, c'est que vous vous débarrassez du loyer, mais vous vous débarrassez aussi des personnels d'accueil et de sécurité, vous vous débarrassez aussi de l'électricité et de la température. Vous faites opérer des surfaces par un acteur qui gère l'ensemble des bâtis, des équipements et des services. Vous louez soit sur prestation de service, il y a même des formules en bail aujourd'hui, mais soit bail commerciaux, vous louez des surfaces, ou plus exactement, vous avez accès à des lieux. Donc le mot lieu apparaît notamment avec l'ambition, la prétention d'apporter une valeur supplémentaire par les cowork. Et là, on a bien quelque chose qui est de l'ordre de l'hospitality management, qui se décline même avec le concept de chez nous, vous venez pas seulement travailler, vous venez vivre une expérience. Alors là, on est presque proche de Disneyland ou de système d'une analogie avec des espaces de loisirs. Est-ce que ça ne répond pas finalement à une attente d'une certaine génération qui est peut-être plus ludique? Je ne suis pas sûr que ce soit réservé à une génération. Ouais. Comme toujours, les phénomènes nouveaux sont happés par certaines générations puis diffusent. Je ne suis pas sûr que ce soit une affaire de génération. C'est l'ambition qui est nouvelle. Précédemment, les gens venaient là pour bosser, pas pour être contents de vivre une expérience. La transposition avec les codes de l'hôtellerie nous renvoie bien effectivement à cette idée que vous rentrez dans un site exceptionnel et vous avez un service exceptionnel. En tout cas, le fantasme associé à l'hôtellerie, qui est l'hôtellerie 5 étoiles, avec le fameux concierge aux 2 clés d'or. Évidemment, on ne parle pas de l'Ibis, que par ailleurs vous et moi peut-être rencontrons plus souvent que le 5 étoiles. Le cowork, mais alors le cowork en soi, c'est un chapitre entier sur lequel d'ailleurs j'ai pas suffisamment travaillé pour parler avec autorité, mais les cowork clairement ont été porteurs du sujet et d'un modèle et d'une offre d'hospitality management, et les entreprises se disent pourquoi je ferais pas du cowork chez moi aussi, voilà, ou un équivalent cowork chez moi. Pourquoi je ne transformerais pas mon siège Pourquoi je ne transformerais pas mon siège en équivalent de cowork, c'est-à-dire en équivalent de quelque chose qui a l'ambition d'être un lieu et qui procure une expérience. Voilà. Quand on voit. Je te propose qu'on avance parce que. Je te propose, Xavier, qu'on avance un petit peu plus rapidement parce que sinon on va planter le décor pendant très longtemps. Il y a Non, on n'est pas on est dans le phénomène là. On est dans le dur. Alors derrière l'hospitality management, il y a l'apparition de quelques rôles nouveaux, des prestations techniquement définies qui sont parfois vendues comme telles, avec des gens qui ont des intitulés de fonctions et des définitions de fonctions qu'on trouve d'ailleurs plus sur Internet que dans le réel, mais qui s'appellent office manager, floor manager, event manager, welcome manager. Tous ces métiers sont en fait des revisitations d'activités qui vont de l'accueil au factotum plus en passant par l'assistant du DET, de site. Ils sont parfois internalisés, mais le plus souvent, s'ils portent ces noms-là, c'est parce qu'on a choisi plutôt de les opérer à l'aide de prestataires extérieurs. Community Manager est un autre service. Là, il s'agit d'introduire de l'animation. Alors, ça va d'une soirée sur le top, sur les toits, et jusqu'à la mise en place de conférences. C'est souvent en proximité des conciergeries. Le community manager, c'est entre l'accueil et la conciergerie, mais c'est autre chose encore. À noter quelques rôles d'hospitality manager qui sont associés cette fois-ci au pilotage des services dans des contrats FM. Donc on a une diversité, on a une diversité assez grande. Il n'y a pas d'accord
sur ce que c'est que l'hospitality management. Il n'y a pas d'accord du côté des clients non plus sur ce que c'est que l'hospitality management. Ça n'empêche pas certains prestataires de se lancer sur cet espace et de proposer derrière ça notamment des offres de gestion multiservice ou un savoir-faire plus particulier sur des niches, je pense en particulier à des centres de formation. D'accord. Donc, je te propose qu'on passe à la partie 2, hein, analyse et perspective, donc où on va, ce qu'on va comprendre. Donc, le domaine en question de l'hospitality management, selon toi, c'est amené à durer et à croître sans doute. Dans quelle mesure, d'après toi? Alors, dans les manifestations que je viens d'évoquer, le cowork a un avenir, mais ça ne sera pas un raz-de-marée. L'hospitality management avec des métiers particuliers, j'y crois peu. Mhm, Des savoir-faire enrichis dans le domaine des services, oui, évidemment, ça doit s'améliorer. mhm, En pratique, ça aura un avenir plus pertinent et plus long que l'happiness manager, mais je ne crois sincèrement pas qu'aujourd'hui ça corresponde à une réalité très importante. mhm. Ça reste très limité. Phénomène de niche, quelques emplois. Pourquoi Ça, il y a des ben, freins, en fait, des freins Il faut structurels poser, aujourd'hui, hein. Voilà. vous posez la question et les réponses viennent très vite. Ouais. Que ce soit les clients ou que ce soit les prestataires, le client, il en a envie, oui, oui, il en a envie, mais il n'est pas prêt à payer pour autant. Mhm, Ça va très vite. S'il n'y a pas de consentement à la dépense derrière une attente marketing, eh bien, et les clients, quand ils passent la consultation et qu'ils se passent au chiffrage, bah, on enlève tout ça, quoi. mhm, C'est pas essentiel. Ou du côté des prestataires, ah, nous, on dit qu'on peut le faire. Oui, oui, on dit qu'on peut le faire, mais on ne va pas recruter avant d'avoir vraiment à le faire. mhm, Parce que, évidemment, qu'on n'est pas du tout sûr de ce que le client veut, ni de sa capacité à le payer. mhm. Une autre dimension qui est tout à fait importante et qui est symptomatique et qui est significative de ce sujet, c'est que, en fait, l'hospitality management, c'est un plaidoyer pour faire rentrer dans les services aux environnements de travail une culture du service, Mhm. tout simplement. C'est que ça dit que le service, c'est du service et que c'est pas de l'industrie. Et pourquoi c'est important d'entendre le thème de l'hospitality management comme ça? C'est parce que la culture technique, la culture de la prestation technique délivrée conformément à des cahiers des charges, la culture de la mise à disposition de main-d'œuvre pour délivrer des prestations techniques dans des logiques industrielles où on va faire de l'optimisation par des cadences, Mhm. où on va multiplier les mètres carrés d'aspiration, on va diviser le nombre d'hôtesses. C'est une culture technique, c'est une culture de logique industrielle. Et cette logique industrielle, on la retrouve chez les clients qui veulent qu'on définisse techniquement ce dont ils auraient besoin Mhm. et qui sont bien incapables en général de dire, les fournisseurs eux-mêmes qui sont toujours rassurés quand on s'entend sur des moyens. Et là, on a une limitation de l'hospitality management parce qu'on a une limitation de la culture servicielle, aussi bien des clients que des fournisseurs, Mhm. même de fournisseurs ou prestataires issus du monde des services. Les prestataires de propreté ne sont pas pour autant tous dans une culture servicielle spectaculairement développée. Des fois, ils ne le souhaitent Euh, pas d'ailleurs, hein. Certains disent à leurs employés qu'il ne faut pas avoir trop de relations, il faut juste garder ça avec la direction de l'environnement de travail, mais enfin, bien distinguer le fait qu'ils font partie d'une société qui est différente. Ça, c'est des choses que j'ai vues et c'est ça, entendues, c'est hein. ça, c'est ça. Et après, Ce sont des voilà. cultures. Puis ils ont l'énorme Ce sont des problème du cultures recrutement. Ça, tu me le soulignais, Xavier, dans cette Ce sont préparation. des cultures, Voilà. ce sont des cultures qui délivrent des prestations définies techniquement, Mhm. qui demandent à leurs salariés d'exécuter des prestations et non pas de rendre service. Et non D'accord. pas de rendre service, qui est un autre vocabulaire qui Mhm. exige une relation. Et hospitality management, c'est le retour du sourire, c'est le retour de l'accueil, c'est le retour de la main tendue, c'est le retour du petit mot, c'est le retour d'une présence. Et Mhm. c'est quelque part l'appel à du service, C'est qui ce soit qui serviciel. D'accord. Donc Alors, c'est là qu'on en arrive finalement. dernier point, ce sont des compétences. Voilà. Ce sont des compétences que n'ont pas les prestataires aujourd'hui, Mhm. que n'ont pas les clients aujourd'hui. Ils s'en sont séparés pour autant qu'ils en avaient. Et ce sont des compétences qui limitent clairement l'offre aujourd'hui. Hein. Il y a déjà pénurie de main-d'œuvre sur tous les métiers des services pratiquement. Mhm. Il y a encore plus une pénurie de main-d'œuvre sur ce qu'on pourrait définir comme hospitality manager. D'accord.
Alors, ça a un avenir quand même, bien sûr. Et je le disais parce que c'est du service, et c'est de service dont il est question. Il est clair aujourd'hui que les entreprises vivent des modalités de travail en évolution, avec en particulier l'extension rapide du télétravail. Mhm. La réponse flex est une réponse de l'immobilier. C'est pas une réponse du travail, c'est une réponse de l'immobilier. Et aujourd'hui, il y a quand même une vraie inquiétude sur l'attractivité de cette réponse. D'un côté, on a le télétravail, donc on a du flex, donc on peut obtenir du télétravail, il y a un consensus. Mais ce consensus, il est au prix d'un désamour sur l'occupation des espaces. Ces services sont externalisés et restent valorisés au mètre carré. Il est urgent, et l'hospitality management nous parle d'un besoin d'être accueilli par des personnes et d'avoir des services centrés sur des personnes. En fait, il faut aller même plus loin que ça. Il y a un doute aujourd'hui sur la pertinence de ces espaces. Dans quelle mesure contribuent-ils à la valeur, à la performance des entreprises? Si je peux travailler de chez moi, en expliquant à mon patron que je suis aussi performant chez moi, pourquoi il s'embête à mettre, pourquoi faut-il encore des bureaux, hein? Alors, ma compréhension sur ce terrain-là, mais il s'agit là plus de perspective, voire de prospective, c'est que nous aurons besoin de bureaux. Nous aurons besoin de bureaux, mais sans pour autant imposer la fixité au bureau, dans des horaires contraints au bureau. Et nous avons besoin de bureaux, non pas, je dirais, pour tenir un poste de travail, mais pour apprendre de l'entreprise les conditions de la performance par le collectif, par la coopération. Et là, vous ne ferez pas ça de chez vous. Vous ne ferez pas ça dans le train et vous ne ferez pas ça du Starbucks. Donc, vous ferez ça à partir de lieux, je dis bien de lieux, pas seulement d'espace, de lieux qui sont suffisamment intéressants et suffisamment apprenants de la relation, du produit, des processus, pour que je m'y rende de manière volontaire. Et ça, les entreprises doivent être clairement en capacité de le faire. Alors, est-ce que les entreprises auront cette compétence seules? Moi, je ne crois pas. Je Il y a pense des que partenaires aujourd'hui qui se spécialisent dans ce type d'approche, hein, donner du sens au lieu, si, je Alors, connais il y a l'un principalement notamment et effectivement les voilà. cowork qui sont sur cette réalisation-là, et il y a des foncières aujourd'hui qui, clairement, constatant des risques importants de réduction de la demande en surface, enrichissent leur offre à travers des aménagements clés en main, des services clés en main et des accompagnements qui peuvent aller jusqu'à du community clé en main. Alors, plus souvent d'ailleurs, sur des immeubles multilocataires, mais cette offre et ce savoir-faire-là peut être effectivement mis à disposition des entreprises sur leurs propres espaces, ou au moins dans les espaces pour lesquels elles ont pris des baux. Ok. Je me permets d'avancer, Xavier, et de faire une petite remarque, parce que là, on dit la question, c'est où seraient les bonnes réponses. Euh, Déjà, la réponse, c'est les hommes, hein, et les hommes et les femmes et les hommes. Euh, c'est le fait de changer sa manière de penser, sa manière de réfléchir, et finalement d'accepter des règles du jeu qui sont un petit peu différentes. Et je pense que là, tu as des choses qui sont très pertinentes à nous dire. Il y a une notion de compétence qui vient derrière, clairement, de savoir-faire, Compétences, savoir-être. compétences, savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre même. Ce qu'il faut comprendre, derrière l'hospitality management, et je vais renverser la perspective, pour manager de l'hospitalité, il faut manager, il faut gérer, il faut mettre en œuvre, il faut concevoir, faire évoluer des systèmes de production servicielle et pas simplement acheter des prestations techniques. Mhm. C'est pas la même chose et c'est pas les mêmes compétences. Et c'est pas les mêmes compétences, notamment dans le fait qu'un système serviciel de gestion des espaces est nécessairement une coproduction entre des prestataires et un client qui lui-même a des bénéficiaires, et donc des œuvrants et des bénéficiaires. Autrement dit, ça veut dire une capacité à opérer ensemble, alors qu'aujourd'hui, on est encore dans des univers séparés, et il y en a un qui donne des ordres et l'autre qui exécute. Voilà. Mhm. Pour faire des lieux avec des espaces de travail, il faut travailler avec des expertises qu'aujourd'hui encore, beaucoup de prestataires ne revendiquent pas. Ils les ont. En pratique, leurs œuvrants ont déjà ces expertises parce que eux savent comment ça se passe sur le terrain. Eux savent ce que les gens veulent. Mais on ne leur demande pas leur avis. Et dans les contrats, on a perdu, on perd ça. Mais les clients
comme les prestataires, doivent être capables d'expertise et de conseil pour faire vivre cette expertise au profit des clients. Pour à la fois mettre en œuvre des prestations, mais pour concevoir et co-concevoir et reconcevoir régulièrement des systèmes de services pertinents, évolutifs. Alors, ça veut dire des dispositifs serviciels qui nécessairement font travailler beaucoup de métiers. Il y a 350 spécialités, 30 métiers, plusieurs dizaines de conventions collectives. N'importe quel immeuble génère 1500 réglementations et plusieurs, potentiellement dizaines d'interventions d'entreprises différentes. Donc ça veut dire une capacité à faire travailler tout ça ensemble, à faire travailler tous ces gens-là ensemble, entre eux, les différents métiers, et ensemble avec les bénéficiaires. Parce qu'encore une fois, on ne modifie pas favorablement l'état des bénéficiaires sans les bénéficiaires, sans écouter les bénéficiaires, sans travailler avec les bénéficiaires. C'est pour ça que je crois qu'effectivement l'hospitality management est un sujet tout à fait pertinent et riche, peut-être finalement à condition d'en changer l'intitulé, de renverser la perspective un petit peu en disant c'est pas l'hospitality management comme si l'hospitalité c'était des services. C'est un management de l'hospitalité qui est une finalité, qui est une fonctionnalité à ce moment-là. Ça veut dire des systèmes de production centrés sur l'usage, parce qu'on n'est pas n'importe où. On est là pour travailler sur le travail. On est là pour faire en sorte que le travail s'exerce bien. Donc sur l'usage de travail de ces espaces et des personnes qui exécutent, qui travaillent, qui font ce boulot-là. C'est vrai aussi pour les œuvrants des services. Ça veut dire des systèmes coproduits, j'y ai déjà insisté, et ça veut dire beaucoup plus que des cahiers des charges, beaucoup plus que des KPIs ou des SLAs, des systèmes de gouvernance. Moi, je suis très frappé de constater que les contrats de services aux environnements de travail sont très longs sur la description fictive de prestations qui ne seront jamais mises en œuvre, pour des pénalités qui ne seront jamais mises en œuvre, des KPIs qui ne veulent pas dire grand-chose. Là, il y en a des pages. Et par contre, il n'y a pas grand-chose sur la gouvernance, qui est pourtant l'enjeu central de la réalisation de services. Voilà. Tu as d'ailleurs fait un petit papier, Xavier, je crois, sur ce que tu as appelé les indicateurs PASTEC, qui font qu'on perd la vision. On a un écran déformé d'une réalité physique et concrète du quotidien et des œuvrants et des occupants, alors qu'on considère que tout va bien et en fait rien ne va plus. Et ça, aujourd'hui, l'hospitality management, c'est l'occasion aussi de se repositionner dans une réflexion d'un management de l'hospitalité, de dire à quel point l'entreprise est accueillante, à quel point l'entreprise est aidante vis-à-vis de ou pas, voilà, on va dire positivement. Voilà, positivement. Oui, parce que c'est une œuvre de tous les jours. C'est ça aussi. C'est que quand on achète des prestations techniques, on a le sentiment qu'une fois qu'on a signé, c'est comme si c'était fait. C'est jamais la réalité. On est face à des prestations à exécution successive, comme les juristes nous le rappellent. On est face à des choses qui sont sans cesse en variable, sans cesse contextualisées, sans cesse renégociées dans des compromis avec les bénéficiaires et avec les moyens dont on dispose. Et là-dessus, il y a une responsabilité claire des clients, qui est de dire, voilà, combien je suis prêt à mettre, et il y a une responsabilité du prestataire qui est pour ce montant-là. Alors moi, je suis dans un engagement au service. Mais s'il y a un petit jeu qui consiste à dire « Ah, mais je ne sais pas ce que ça vaut, mais je veux ça », alors oui, effectivement, je viens de publier un article qui dit à la fois les contrats de résultats sont une fiction malhonnête et les KPI sont généralement dans notre secteur des KPI pastèques, c'est-à-dire des outils qui sont intelligemment mobilisés par les gens à qui on fait peser ces indicateurs. Ils sont passés depuis longtemps d'une gestion par les indicateurs à une gestion des indicateurs, et ils transforment les indicateurs en pastèques, c'est-à-dire en machins qui sont toujours verts. Ça, je pense que ça pourrait être l'objet d'un futur webinaire, Xavier, faire un travail là-dessus, parce que c'est vraiment une question, je pense, qui touche un petit peu tout le monde aux directions environnement de travail. De quelle manière mettre en avant finalement et comment mesurer et comment valoriser et comment exprimer un petit peu des choses qui sont quand même complexes à modéliser ou à exprimer ou à machin. On a tendance à venir dans la vision mécanique, délivrer un ménage par mètre carré, etc., par semaine, etc. Alors qu'en fait, la réalité des faits n'est pas du tout, la réalité du vécu n'est pas du tout la même. Donc Xavier, je te remercie pour cet échange.
Un petit mot pour maintenir ici, donc on est concepteur et opérateur de systèmes serviciels. On accompagne beaucoup de clients sur justement comment mettre en œuvre ces flexibilités, évolution et co-construction. On est en partenariat étroit avec un certain nombre de métiers œuvrants et nous avons une expertise en interne, que ce soit pour du contrôle, du diagnostic ou même de la réalisation autour de ça. Et bien évidemment, la digitalisation choisie. Aujourd'hui, on se pose des questions sur la partie digitalisation. On est un métier très large et très vaste en fait en termes de portée. Et pour autant, cette digitalisation pose encore beaucoup de questionnements en 2023. Et ça demande aussi de travailler, de réfléchir à ça. Pour les personnes qui le souhaitent, Xavier se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, voire intervenir auprès de vous si vous le souhaitiez. J'ai mis les coordonnées de Xavier ici dans la slide, n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran. Sinon, vous avez une manière très simple de le faire, c'est de me contacter ou de le contacter directement via LinkedIn ou via nos sites respectifs. Et je vous remercie pour votre participation. Alors, on n'a pas eu beaucoup de questions de participants, donc j'ai moi-même posé des questions à Xavier. J'espère que ça a répondu à vos attentes. C'est une vision qui est extrêmement intéressante et qui est celle de toute façon d'un chercheur vis-à-vis d'un microcosme qui tâtonne un petit peu sur le fait d'être peut-être mieux mis en valeur, mieux mis en lumière sur la complexité de son travail quotidien. Xavier, un petit mot de la fin peut-être? Non, c'est dommage qu'il n'y ait pas de questions parce que je ne me suis pas privé éventuellement de remarques, sinon enfin, un petit peu brutales dans certains cas. Je pense qu'on se paye assez facilement de mots hein, régulièrement. L'hospitality management, dans ce vocabulaire-là, je ne crois pas beaucoup que c'est un avenir immense. Le management de l'hospitalité, c'est quelque chose qui est en gros au cœur du métier des services aux environnements de travail. Et c'est intéressant de le formuler comme ça, y compris en s'inspirant pour partie des codes de l'hôtellerie ou du soin, mais en ayant à cœur de construire un référentiel en propre. Parfois, quand on s'inspire des autres, c'est parce qu'on n'a soi-même pas beaucoup d'idées, hein, pas beaucoup de passé, pas beaucoup d'héritage. C'est le cas des services aux environnements de travail. Ce sont à la fois des métiers très anciens et pour lesquels aujourd'hui, on manque de docteurs. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de champions, il n'y a pas de grandes et belles histoires. Il n'y a que des conditions de travail médiocres avec des salaires tirés vers le bas et des pratiques d'achat qui sont elles-mêmes malheureusement, principalement hérité d'une compréhension industrielle et pas servicielle. Donc beaucoup reste à faire. Donc en tout cas, merci beaucoup Xavier. Merci également à Anne qui nous fait quelques petites remarques, donc qui vote pour un prochain webinaire sur les indicateurs PASTEC. Donc ça y est, tu as pris rendez-vous Xavier. On travaillera là-dessus pour début 2024, je pense. Il y a des sujets intéressants et surtout le contrôle de gestion, c'est un thème qui intéresse forcément nos directions environnement de travail, le pilotage de tout ce qui est gestion des services dans notre contexte. Je serais ravi de travailler avec Xavier et peut-être avec une ou deux autres personnes pour faire un petit webinaire sur cette thématique-là. Voilà. Merci beaucoup Xavier, merci beaucoup à tous Merci et à tous ceux qui ont eu je la vous dis à patience de très nous bientôt. écouter. Non, non, je pense qu'ils étaient ravis, Xavier. Eh ben, on va clore ce live et je vous dis à une prochaine. Donc, on devait en refaire un normalement au mois de novembre. Vous recevrez sans doute des petites notifications sur un autre sujet qui est toujours en lien avec nos métiers. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir. Au revoir.